Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Eh bien, nous avons commencé et nous commençons sur un rire tonitruant de Clément Tougeron. Bonjour Clément. Bonjour Valérie. Analyste politique, communicant au sein du cabinet Tilder. Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour à vous. David Marguerite, bonjour. Bonjour Valérie. Vice-président de la région Normandie et président de l'agglomération du Cotentin. Et nous attendons François Calfon qui arrive, qui est là, qui fait son entrée, tel un acteur. Il arrive, côté court. François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député. Eh bien, il paraît que le président de la République s'est exprimé hier soir. Une prise de parole rapide, 13 minutes. A-t-il apaisé? Vous a-t-il convaincu? Allez, je connais déjà la réponse, ne vous énervez pas. Comment sortir de l'impasse? 100 jours pour quoi faire? Les Français. Et puis, on va parler également de ce sondage. Les Français inquiets pour leur sécurité, mais évidemment, nous allons revenir. Alors, vous savez, le matin, quand on décide des sujets, avec Juliette Rieufol, on s'est posé sérieusement la question si on faisait une spéciale. Et on s'est dit, bah non, on va pas faire une spéciale sur 13 minutes de vide, pardon, de données, enfin bon, ou d'à peu près vide. Journaliste Valérie, pardon. impartial. Oui, non, mais bon, je vous donne les coulisses. Donc, Oui. Est-ce qu'on supprime les coups de cœur et les coups de gueule pour faire une spéciale? Non, il y a d'autres choses, peut-être tout aussi intéressantes dans l'actualité. Commençons avec vous, Clément Tougeron, justement, dans ce tour de table. C'est un coup de gueule et en même temps, vous allez le comprendre, commémorer, je dirais que c'est autour de la notion de commémoration et notamment de la Shoah. Commémorer, c'est se souvenir. C'est la journée aujourd'hui de commémoration de la Shoah. Exactement. Et c'est en lien avec ce qui s'est passé ce week-end, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, 2,5% de la population mondiale est morte, 60% de civils, et plus encore, on s'est enfoncé dans ce que l'homme était capable de faire de pire. Il y a eu en effet un génocide des juifs, des tziganes et des homosexuels. Plus de 6 millions de juifs ont été assassinés par les nazis dans les camps de concentration. C'est 3 millions de personnes. Et puis 3 autres millions ont été assassinés de d'autres manières. Et notamment au camp d'Auschwitz, qui est un sanctuaire, qui est un lieu si chargé d'histoire, là où Simone Veil est allée. Il y a eu une polémique qui a éclaté ce week-end, comme régulièrement. Mais je crois que c'est important de le souligner. Une touriste a pris une photo allongée presque sur les rails menant à Auschwitz et on la voit tout sourire avec son mari qui la prend en photo et une journaliste qui poste la photo sur les réseaux sociaux qui s'enflamme. Le musée d'Auschwitz a répondu avec ce tweet que je vous lis. Les images peuvent avoir une grande valeur émotionnelle et documentaire pour les visiteurs. Elles nous servent et nous aident à nous souvenir. En venant à Auschwitz, les visiteurs doivent garder à l'esprit qu'ils pénètrent sur le site authentique de l'ancien camp où plus d'1 million de personnes ont été assassinées. Respecter leur mémoire. Je dirais que là où il y a une colère infinie, c'est face à l'action de ces touristes qui ont tout à fait le droit de venir sur ces lieux qui est essentiel parce qu'il faut faire vivre la mémoire et de plus en plus on perd puisque beaucoup de rescapés sont aujourd'hui décédés. On n'a plus de paroles directes ou de moins en moins. Des films nous permettent de retracer, je pense que vous l'avez peut-être vu en novembre dernier, Une vie de Simone Veil qui était passionnant, mais avec ce genre d'action, eh bien je crois qu'on discrédite complètement ce qu'on est capable de se souvenir et je crois que le tweet du musée d'Auschwitz était complètement équilibré, nous permettait de nous dire il faut le faire à notre manière, mais à un moment il faut pouvoir se rappeler de ce qui s'est vraiment passé sur ces lieux-là. Enfin, je pense que c'est au-delà de la commémoration sur l'espèce de bêtises et de conneries, pardon, de ces gens qui se prennent en photo partout dans toutes les positions, sans aucun respect pour la mémoire, pour les traditions. Dans des temples, c'est pareil, où les gens font des selfies totalement inappropriés. Enfin, j'imagine que vous avez suivi ça. Il y a un véritable point sur ces prises en photo sur le lieu. Et pardon, mais j'ai eu un petit accident de ski. Je me suis fait un claquage, je suis tombée. Il y a un type qui est venu me redresser.
Et sa femme était à côté, elle dit, est-ce que tu peux la reposer par terre, que je te prenne une photo en train de la sauver? Je vous jure. Donc c'était hors piste, enfin c'était complètement fou. Donc c'est évidemment rien du tout, oui. C'est pas non, mais c'est effectivement le côté l'envoyeur. Tout doit être fixé. L'instant présent n'existe plus s'il n'est pas fixé sur la photo. Oui. Et c'est Yom HaShoah, la lecture des noms qui, depuis hier, on égrène les noms pendant 24 heures de victimes de la Shoah. C'est tout à fait, puisque vous dites on égrène les noms. Quand on va à Yad Vashem, il y a tous les noms. Absolument. Et aussi dans d'autres pays, hein, à Prague, dans d'autres pays, voilà, tous les mémoriaux, c'est finalement de pouvoir graver dans la pierre le nom. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on est passé de Gutenberg à TikTok, c'est-à-dire que le numérique, c'est justement ce qui est lavable, c'est-à-dire en 24 heures, on passe à autre chose, ça n'imprime plus. Absolument. Vous voyez cette expression qui est, ça n'imprime pas dans le cerveau des gens et ça n'imprime pas tout court. Absolument. Et je crois que fondamentalement, il y a un enjeu dans nos sociétés occidentales, modernes, sur ce qu'est la mémoire, le statut de la mémoire. Tout n'est pas image pour un book personnel. Et j'ai envie de dire, alors je voyais une chronique qui n'a un peu rien à voir sur BFM ce matin, sur le fait que les musiques qui cartonnent sur TikTok sont d'anciens tubes qui ont été accélérés puisque la mémoire des jeunes ne supporte plus le temps long, le vide. C'est-à-dire si vous avez une chanson finalement... Mozart, on se pas sur Mozart, 21e c'est trop lent. Non mais finalement un peu mélancolique, la mélancolie n'a plus de place. C'est-à-dire finalement l'introspection n'a plus de place. Et je crois que c'est tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire. Mais oui, alors c'est pas non plus, on va être un peu plus optimiste parce que c'est pas non plus la population entière. Non mais ça veut dire quelque chose et c'était pas des jeunes, ils avaient 40 ans. Moi j'appelle un peu moins. Mais un auditeur nous dit Stéphane nous dit tant que ces crétins ne seront pas gravement punis, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il faut imaginer que c'est des amendes? Mais après, là où en revanche, je crois que les réseaux sociaux doivent aussi prendre part. Il faut trouver. Ils sont incapables. Il faut du fric grâce à l'autorégulation, c'est des contenus. Oui, d'accord. Je ne dis pas que c'est de masquer le sexe de Gustave Courbet et laisser les contenus nazis. C'est ça la réalité des réseaux sociaux. Allez, on avance. On va pas se mettre d'accord. On avance. Mais je suis pas tellement d'accord. Je fais une toute petite parenthèse. Ça m'a troublé qu'on égrène les noms. Parce qu'il y a un silence, et voilà, juste pour dire que ça aussi, ça m'a un peu troublé. Oui, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est symbolique. Bon, on va pas refaire cette histoire. Sophie, vous aviez un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur. Je trouve formidable, il y a le Midi Libre qui fait la semaine, qui s'appelle J'aime ma ruralité. Oui, et nous sommes associés avec Sud Radio à cette semaine. Et, mais je ne le savais même pas. Mais si, hier, Patrick Roger était lui aussi dans le grand matin Sud Radio en déplacement justement pour ce partenariat. Ce soir, c'est Jean-Jacques Bourdin qui lui sera à Quissac dans le Gard pour un grand rendez-vous, la parole aux Français de 18h à 20h au foyer. Je vous ai pas demandé de faire ce coup de cœur, mais je vous annonce que nous sommes c'est au foyer si vous habitez Quissac, un rendez-vous donc à ne pas manquer avec Olivier Biscay et Jean-Jacques Bourdin et vous pourrez l'entendre demain matin sur l'antenne de Sud Radio. Alors moi je faisais mon petit coup de cœur sans le savoir, j'aurais dû. Mon petit coup de cœur aussi d'entrepreneuse parce que cette ruralité, ces villages qui sont en train de se battre pour pas mourir, etc. Ce sont tous des entrepreneurs d'eux-mêmes, des commerçants qui se réinstallent, des gens qui travaillent jusqu'à pas d'heure pour garder leur ferme. On essaie de garder une pharmacie, il n'y a pas de médecin, on essaie de les attirer. Et donc, cette ruralité, elle est complètement oubliée. J'aurais d'ailleurs, peut-être que le président de la République aurait pu en parler un peu hier. Il a parlé de territoire abandonné, je crois, rapidement. Ben oui, mais territoire abandonné, il y a un côté, voilà, c'est foutu. Oui, oui. La ruralité, ça veut dire... C'est vu de McKinsey, quoi. C'est la ruralité vue de McKinsey, c'est un peu... Allez, c'est moi, la ruralité, c'est rural, c'est quelque chose qu'il faut reprendre, c'est le cœur de nos villes, c'est beau, ce sont des gens qui ont des valeurs, enfin, j'y retrouve... Mais qui sont désespérés par la perte des services publics, par, oui. par alors, un certain nombre de choses. Ces gens oui, absolument. Alors maintenant, je crois
qu'à l'initiative individuelle. On en reparlera tout à l'heure. Je ne crois qu'à ça. Donc c'est eux qui vont sauver leur région. C'est eux qui devraient d'ailleurs manifester. Et, en tout cas, c'est vraiment bien de mettre ça en lumière. Et pas uniquement sur le côté, c'est vrai. Il y a une factrice qui passe de temps en temps, la factrice de Carou. Il faut faire une tournée avec elle. La Lozère se met en quête pour proposer une nouvelle vie. Mais il y a une énergie. Il y a une énergie vitale. Et c'est ces gens-là qu'il faut aider à chaque fois qu'on y va en vacances partout. Et donc, oublions l'État. Ça ira beaucoup mieux. Ça, je partage. Allez, on va marquer une petite pause et on continue notre tour de table. Je pense qu'on va parler laïcité selon Pape Ndiaye. Et puis François Calfon, ce sera la surprise. À tout de suite. Je vais te la donner. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Nous allons évidemment revenir sur l'intervention du président de la République hier soir. A-t-il apaisé? Êtes-vous convaincu? Ces 100 jours, pourquoi faire? On y revient dans un instant. Tour de table, on continue. François Calfon, Oui, je voulais faire un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, à la liberté de la presse et aux journalistes. Ça peut paraître bizarre que ça tombe comme ça. C'est bizarre, oui. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a quand même traversé une crise sociale et démocratique quand même très très large. Et on pourrait s'attendre à finalement... critiquer la presse, comme d'ailleurs ça se fait dans la rue, etc., sur ah oui mais ils sont vendus au pouvoir, etc. Et au total, moi qui lis quand même beaucoup la presse et on entend ça, je trouve quand même qu'on arrive à se faire bien une opinion tant sur le fond. Tous les débats pendant des mois ont été traités quand même. Si on fait son marché, mais on peut faire son marché sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur quel type d'autres réformes des retraites. C'est en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, sur la rapidité, l'urgence, l'immédiateté. Oui, justement. Oui, mais sur l'usage et l'utilisation. Vous faites bien de le challenger parce que je pense que les journalistes sont l'objet d'une double pression objective. Celle des annonceurs, celle des propriétaires de presse, ça existe, on n'est pas naïf, mais aussi celle des néo-médias sur Internet qui vont aller provoquer les forces de police avec une caméra, etc. Et que c'est pas si facile que ça de se frayer un chemin pour construire de l'information. Et bien sûr que si on regarde à la loupe tel média, on va dire il y a telle outrance, etc. Mais si on consomme, parce que je pense que les citoyens sont aussi beaucoup plus éduqués à la consommation de médias, y compris aux fake news, on arrive quand même, on a un choix. Moi je me souviens, un gamin, c'était 2 chaînes de télévision et la presse papier, point barre. Et il y avait toute une série d'informations qui échappaient au traitement de la presse. Eh bien on peut tout à fait maintenant, je trouve, se frayer un chemin. Et la presse et les journalistes s'étant beaucoup précarisés, je trouve qu'ils font quand même un métier. On parle toujours de quelques stars, mais difficile, et qui nous permet à nous, citoyens, quand même de s'informer. Voilà. Alors vraiment, j'ai un malaise en entendant ça. Parce que il y a des journalistes qui font leur métier et bien. Je suis d'accord, surtout d'ailleurs la presse écrite, absolument. Et je voulais vous dire que nos crises sont accentuées à un point incroyable. Vous pouvez pas oser dire que la presse soutient le pouvoir. Je veux dire, la presse est entièrement anti-macroniste. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, on accuse dans la rue. Non, vous avez dit, ah oui, mais on pas accuse moi, dans la rue. Au contraire, il a dit qu'elle était relativement indépendante. Écoutez le début de ma phrase, mais pas la fin. Non, j'ai dit, on accuse dans la rue, je pense que c'est pas vrai. Voilà. Non, mais qu'elle est impartiale. Je pense qu'elle n'est pas impartiale. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Pas ce qu'il a dit. J'ai dit qu'on pouvait faire son panier quand on était un citoyen éclairé des différents citoyen, je sais pas ce que c'est qu'un Figaro et Libération, si vous achetez tous les journaux pour les comparer, peut-être. Oui, puis en principe, vous lisez celui vers lequel vous tendez. Non, je pense sérieusement que alors, on met les médias dans le même panier, on a peut-être tort, mais je pense au contraire que l'accentuation des crises, elle est relayée par les médias de façon incroyable. Je pense à la presse audiovisuelle qui est sans arrêt. Pour faire un coup de gueule hier sur BFM qui a mis un décompte hier toute la journée avant l'intervention du président de la République. Enfin, on est là dans le spectacle absolu. Et puis on a commenté sans arrêt, on a commenté sans arrêt ce qu'il allait dire ou ce qu'il allait pas dire. Il y en a eu pour 48 heures. Ça, c'est les chaînes d'infos. Non, la presse écrite aussi. Oui. Non. La presse écrite aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où on n'est plus libre de penser, tout est repris. Le commentaire, excusez-moi, on va le faire nous-mêmes. Oui. Le commentaire de ce qu'a dit le président. Non, mais tous les journaux aujourd'hui en font des tartines. Je parle pas des médias audiovisuels. Et il y en a pour au moins 48 heures avant qu'il se passe quelque chose. Allez, on va avancer, juste Clément. Là-dessus. Non, c'est assez facile de dire les médias.
à un moment, il faut se regarder en face. C'est aussi nous. Pourquoi BFM TV fait un décompte? Pourquoi on a tous les torchons qui sortent sur des articles où on devrait même pas les lire parce qu'on s'en fout, mais parce que les gens le lisent, parce que les gens regardent BFM comme ça, parce que c'est faire du clientélisme partout, c'est du clientélisme. On a beau dire TPMP c'est nul, mais TPMP pourquoi ça fonctionne? Parce que les gens regardent. Et donc c'est à nous de nous regarder. C'est trop facile de dire les médias ils sont pas bons, les médias ils font ci, les médias ils font pas. Mais je suis d'accord. Ils sont pas responsabilité individuelle. Non, ça parle de nous-mêmes et ça parle de nous-mêmes. Il faut se regarder en tant que citoyen et se dire oui d'accord. Il faut savoir qu'il y a des gens qui restent 6 heures par jour devant la télé. C'est comme ça, c'est navrant. Qui se regardent eux-mêmes. Mais en attendant, mais c'est pareil sur la presse écrite. Quand on voit le Parisien qui nous sort toujours le fait divers, etc. Pourquoi ils les sortent les faits divers? Parce que les gens les lisent. Parce que c'est intéressant. Ça dit quelque chose de la société. Mais l'opinion c'est différent. Non mais tous. Je peux tous vous les sortir. On continue et on avance. David Marguerite. Moi, vive les journalistes quand même. C'était le coup de cœur un peu iconoclaste. Oui, un peu iconoclaste, absolument. Certains journalistes. David Marguerite, on l'a un petit peu évoqué la semaine dernière, mais je voulais qu'on y revienne, donc ça tombe bien, votre coup de gueule. Ouais, c'est un vrai coup de gueule. Ouais. Emmanuel Macron nous parlait hier d'inégalité à l'école, d'une école qui allait changer à vue d'œil. Ouais. Bon, ce week-end, Pape Ndiaye, lui, il en a profité pour finalement rallumer la guerre scolaire. Ouais. C'est assez insupportable parce qu'avec ce ministre, je vais y venir, mais avec ce ministre, on a toujours l'impression qu'on a touché le fond, mais finalement, on a encore creusé. Parce que ce week-end, finalement, qu'est-ce qu'a trouvé Pape Ndiaye face à la faillite du système éducatif français? Il a dit on va utiliser le mot des quotas, il parle de pourcentage, c'est bien des quotas de boursiers dans les écoles privées, en oubliant d'ailleurs que l'école privée est totalement ouverte à tous les milieux sociaux, et il ne faut pas l'oublier, et surtout en oubliant qu'une partie des familles choisissent aussi l'école privée par évitement du système aujourd'hui scolaire qui s'effondre, parce que la réalité que Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, devrait voir, et il connaît bien l'école privée par ailleurs, eh bien c'est une réalité finalement où on a de l'aveu même du ministre, la moitié ou presque la moitié des collégiens qui ne maîtrisent pas le niveau minimum de français, de lecture à l'école, un tiers qui sont en grande difficulté. La vraie question en réalité qui est posée derrière ça, c'est une reproduction sociale inédite dans notre pays. Il n'y a jamais eu une reproduction sociale de cette ampleur. Il faut 6 générations pour qu'un enfant de milieu modeste puisse atteindre le revenu moyen. Un enfant de cadre a 4,5 fois de plus de chances d'atteindre un milieu aisé plus tard. Alors, la vraie question que Pape Ndiaye devrait se poser en tant que ministre de l'Éducation, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là. Quelle est la promesse, quelle est la réalité de la promesse républicaine aujourd'hui? En quoi elle a failli? Et je pense profondément qu'il y a 2 réformes majeures, évidemment, sur les savoirs fondamentaux, sur le lire, écrire, compter, qu'on a complètement oublié. Et je le dis aussi, il y a une étape fondatrice dans l'égalité des chances, c'est la question de l'orientation. L'orientation des élèves aujourd'hui... Et les ghettos scolaires. Et les ghettos scolaires, peut-être, mais la question de l'orientation, aujourd'hui, c'est une question centrale. On a aujourd'hui une orientation qui est en partie gérée par les régions, mais la réforme n'est pas allée jusqu'au bout, ce qui fait que l'éducation gère encore la psychologie, l'accompagnement psychologique des élèves. Moi, je le vois depuis qu'on a une loi en 2018, le 5 septembre, qui a confié une partie de l'orientation aux régions. Dans ma région, en Normandie, ce que l'on fait, c'est qu'on multiplie les occasions de stage pour des jeunes, pour qu'ils puissent découvrir en immersion des métiers. Et ça fonctionne, parce que finalement, l'apprentissage est un gros succès. L'apprentissage est un succès. Alors, moi, je suis très favorable à l'apprentissage. Mais il faut le relativiser, le succès de Macron en termes d'apprentissage, parce que regardez, depuis la réforme, les taux de rupture dans l'apprentissage qui sont de quasiment 30%, ce qui est considérable. Il y a eu un effet d'optique et un effet d'aubaine sur cette réforme avec des aides massives aux entreprises il faut tempérer les résultats. Oui, l'apprentissage est une solution, c'est une voie d'excellence incontestable. Mais ce qu'il faut permettre, c'est aux jeunes, y compris les jeunes des milieux modestes, bien évidemment, c'est de découvrir les métiers et de faire en sorte, par exemple, que les régions se plaident. Tout le monde doit découvrir les métiers. Bien sûr, mais pour eux, c'est plus compliqué quand on n'a pas de réseau de faire un stage dans l'entreprise. Et ce que l'on fait en région Normandie, par exemple, c'est d'être en quelque sorte le réseau de celui qui n'en a pas, en fournissant une palette de stages possibles pendant les vacances scolaires. Parce qu'on sait très bien que le stage de 3e, il est assez fondateur finalement du choix qui va être fait plus tard, d'une insertion professionnelle pour le jeune. Mais ce choix, il ne peut pas se faire par défaut parce que finalement, j'ai pas papa-maman dans une boîte qui peut me fournir un stage, ou par réseau parce que j'en ai un, et donc un choix un peu contraint. Donc je pense que la vraie question, je pense, mais vous parliez de ruralité tout à l'heure, et je pense que la ruralité n'est pas un concept, et vraiment, je pense qu'il faut écouter ce que disent les territoires, ce qu'ils font au quotidien, leur laisser de l'air, et quand on nous laisse de l'air, on a une capacité de mettre
tous les jeunes sur un pied d'égalité dans leur possibilité de choisir leur avenir professionnel. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Je pense que la réforme doit aller jusqu'au bout en matière d'orientation, mais en tout cas, mon coup de gueule aujourd'hui, c'est de dire qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui ne comprend manifestement pas la faille du système éducatif dans laquelle on est. Et il fait diversion. Voilà, la politique des quotas, ça n'a jamais fonctionné. L'école privée comme bouc émissaire, c'est rallumer la guerre scolaire. Et je pense que quand on a un pays plus fragmenté que jamais, c'est franchement le pire moment qu'il pouvait choisir. François Calfon, ce que je piche pas dans ce qu'il veut faire, c'est aussi un aveu d'échec pour le public. Absolument. Mais c'est ça, parce qu'il y a un évitement. C'est quand même de dire que le service public ne fonctionne pas et que si on permet à des gens de milieux défavorisés d'accéder à l'enseignement privé... alors c'est pas idiot. Non mais ils sont tellement mal qu'ils n'ont pas de profs. François, oui mais vous avez entendu le président de la République, il va tout... en 100 jours. En 100 jours, tout va aller mieux, on aura tous un médecin et on aura tous un prof de remplaçant. On brûle de commenter ce qui n'y a pas à commenter, c'est-à-dire les 13 minutes. Revenons à ce qui a été dit. D'abord, finalement, charité ordonnée commence par soi-même. Et Monsieur Papendiaï met ses enfants à l'école alsacienne. Exactement. Exact. J'ai voulu le signifier. C'est pas le premier. C'est pas le premier des ministres de l'Éducation nationale à faire ça. Je citerai pas la liste, mais je la tiens à votre disposition. Ça, c'est le point. Deuxième point. Moi, j'ai habité en Seine-Saint-Denis très longtemps. Et je peux vous dire que dans les territoires les plus pauvres de la Seine-Saint-Denis, les écoles chrétiennes, moi j'ai jamais mis mes enfants, je les ai toujours mis à l'école laïque, mais bon, elles étaient majoritairement occupées par des fils de commerçants maghrébins qui n'avaient pas envie de mettre et ils cassaient leur tirelire, c'est vrai. Et qui n'avaient pas envie de mettre leurs enfants dans le public. Donc la faillite scolaire, elle est d'abord la faillite scolaire dans les milieux populaires, parce que je peux vous dire que mes propres enfants, ils n'ont pas finalement tant de gloire que ça à être dans le public, parce que moi j'ai toujours considéré, pourtant je suis fils de prof, qu'il fallait faire l'école à la maison si je voulais qu'ils réussissent. C'est le premier conseil qu'on peut se donner. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que aujourd'hui, la nation française ne se donne plus le corps enseignant qu'elle mérite. C'est-à-dire que les rémunérations ont chuté par rapport au coût de la vie. Avant, il y a 25 ans, 30 ans, sur le plan des rémunérations, les professeurs étaient des cadres moyens supérieurs. Aujourd'hui, ce sont des travailleurs ouvriers. Et en mathématiques, par exemple, on recrute à moins de 4 sur 20. C'est-à-dire qu'on prend les plus mauvais. Quand vous savez un peu faire des maths, même si vous ne les avez pas appris à l'école, vous allez coder pour le compte d'entreprise et vous touchez beaucoup d'argent. Eh bien, on ne donne pas, la France qui a eu tant de médailles Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, ne se donne pas les moyens d'avoir une nation finalement capable de relever, vous pouvez dire non avec la tête, capable de relever le défi scolaire. Et ça veut dire nouer un nouveau contrat avec la nation, sans doute peut-être réorganiser les enseignements, mais quand même payer dignement les enseignants, parce qu'aujourd'hui, c'est indigne. Alors, un petit mot, un petit coup de chapeau. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui est formidable. Je suis contente parce que le mouvement éthique y participe. On va créer l'université de la main. L'université de la main, c'est valoriser tous les métiers. Ça va du plombier. Alors, il se trouve que LVMH l'a déjà fait pour le luxe, à partout et éduque des artisans qui n'existeraient pas sans ça. Mais là, on voudrait le faire pour donner une valeur. Par exemple, il y a une licence de plomberie où il y a un diplôme. Il faut mettre ces diplômes sur le même niveau. Il faut créer une université. Il faut arrêter de faire du bas de gamme. Ça vaut largement une licence de sociologie quand on a une licence d'ébéniste. Et donc, ça va être encore le privé qui va le faire. Et c'est en cours. Et il y a un énorme terrain qui est libéré pour ça, c'est Antoine Arnaud qui s'y met. Mais on dévie aussi du fondamental qui est apprendre à lire et à écrire. Non, mais on parlait de l'orientation à l'école. Alors hier, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait une grande réforme du lycée professionnel. Enfin moi, ça fait 30 ans que je fais du journalisme, ça fait 30 ans que j'entends ça. Chaque gouvernement fait ça. Donc Clément, toujours sur ce sujet-là, plusieurs points. Le premier, c'est que lire, écrire, compter, respecter autrui, ça a été les 5 dernières années qui ont été menées par Jean-Michel Blanquer, et sur un sujet où là pour le coup on peut dire tout ce qu'on veut sur collège-lycée, sur les fondamentaux de l'école primaire, on voit les premiers résultats, puisque les premiers de cohorte, ça ce sont des faits, les examens qui ont été faits, quand vous le savez, vous en faites en CP et en CM2, il y a eu une augmentation des résultats à plus de 50%. Et donc il y a ça. Deuxièmement, le dédoublement des classes a permis dans l'ensemble des endroits REP+, d'augmenter
le nombre d'enseignements devant élèves, puisqu'il y a beaucoup moins d'élèves devant enseignement. Et donc on voit ces résultats, et les résultats sont beaucoup plus importants en F+. Non mais là on parle... Je vous ai laissé terminer. Je fais une remarque. Quand on ne cesse de baisser dans les classements PISA, on ne peut pas expliquer... Le classement PISA, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut arrêter parce que qu'est-ce qu'il y a dans les classements PISA? Non, là-dessus c'est un premier sujet. Le deuxième sujet sur le sujet de l'argent, des rémunérations. Je suis complètement d'accord avec vous. L'éducation nationale, c'est 1,3 million de personnes qui sont employées. Et donc quand on augmente, il y a un effet qui est tellement important qu'on n'est pas capable d'augmenter de 1 000 euros. C'est pour ça que... Non mais je rappelle juste quelques éléments. C'est pour ça que les éléments qui ont été donnés, il y a les augmentations qui ont été décidées il y a 2 ans arrivent à aboutissement aujourd'hui. Et donc il y a une augmentation de 150 euros par enseignant. Ils sont à 1 600 euros avec une licence. On passe à 1950 euros. Je ne dis pas que c'est assez, mais tout ça prend du temps. La réalité que vivent ceux qui nous écoutent est en total décalage avec ces chiffres. La réalité aujourd'hui, et je termine juste par là, c'est que le niveau d'une classe de maths de 4e, c'était le niveau d'une classe de maths de 5e il y a 20 ans. Donc on est en train de chuter dans tous les classements, et les parents d'élèves qui nous écoutent aujourd'hui savent bien la réalité de l'école publique aujourd'hui, malheureusement. 9h30 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Et je sais pas ce qui vous agace. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, le débat continue même pendant la pub. On va quand même passer aux commentaires de l'intervention du président de la République hier soir. Nous embrouillions. Voilà, vous embrouillez. Comme les poubelles. Bon, alors allez-y, vous l'avez regardé. 15 millions de personnes hier soir l'ont regardé, ce qui est pas si mal pour des micro-trottoirs. Là, je vais plutôt taper sur mes confrères journalistes, des micro-trottoirs qui nous disaient que personne ne regarderait. 15 millions, c'est quand même pas si mal. Il y avait une attente qui visiblement a été déçue. Moi, je n'attendais pas grand-chose. Mais si vous voulez, le problème c'est un peu comme quand vous allez voir du cinéma ou du théâtre et que vous êtes un professionnel. Vous finissez par voir tous les artifices. C'est comme quand vous connaissez le tour de magie. Ouais. Mais le tour de magie de Macron, c'est le même que pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est un je vous ai compris il coche toutes les cases de ce qu'on ses conseillers nous ont dit, et on dit Emmanuel, faut être empathique. Alors il est empathique, mais la réalité d'Emmanuel Macron, il va aller dans l'Hérault bientôt, je vous fiche mon billet, qui va avoir une parole provocatrice. Et quand il se lâche totalement, vous avez remarqué, c'est le jet lag, c'est-à-dire quand il va à l'étranger, alors on est des Gaulois réfractaires, le pays ne fonctionne pas. Plus sérieusement, je pense qu'il a décidé de totalement enjamber cette colère, parce que cette colère, elle est sur le refus de la réforme des retraites. Mais je voyais hier, elle est sur sa personne. C'est-à-dire que même les gens qui ont voté pour lui, je ne parle pas simplement des gens qui ont voulu refuser Marine Le Pen, sont maintenant dans une espèce d'opposition frontale vis-à-vis de lui. Et moi, ce qui m'interroge, c'est pas tant la personne d'Emmanuel Macron, dont on pourrait faire pendant des heures la psychanalyse, c'est l'état du pays dans ce dialogue, finalement, entre un homme seul, qui ne s'est même pas servi de sa première ministre comme soit d'un fusible, soit comme le rôle du Premier ministre existait il y a encore 20 ans, et un peuple tout entier qui se dit, mais qu'avons-nous à faire avec notre président ? Je termine sur votre remarque. Il devrait quand même se dire que c'est une opportunité formidable que finalement ce pays soit quand même très respectueux de ses institutions, puisque comme vous l'avez dit, 15 millions de personnes l'ont écouté. Donc c'est pas sa personne, mais bien le président de la République, et ça devrait l'obliger quelque part à un dialogue réel, notamment par exemple sur l'emploi des seniors, mais on va pas se commenter sur le fond. On va en parler. Juste le commentaire d'Olivier Marleix qui dit ce 17 avril, Emmanuel Macron a présenté ses vœux de nouvel an aux Français. Oui, c'est un peu ça. Oui, enfin, il ferait mieux de se taire. Quand on est incapable, je veux dire, il ferait mieux de se taire, Olivier Marleix. Il a décidé de voter tout contre, il a détruit son propre parti, c'est pas de sa faute, personnellement. Enfin bon, on se fiche complètement qu'il pense que c'est des vœux de nouvel an. Moi, je voudrais dire que de toute façon, je ne vois pas ce qu'il aurait pu dire pour que quelqu'un trouve ça bien. Parce que, je veux dire, non mais c'est vrai, tout le monde... Peut-être que Marine Le Pen dissoudre ou démissionner. Oui, voilà. On peut démissionner. Alors, je voudrais dire que tout le monde s'attendait au pire, que c'est pas les syndicats et les gens qui étaient
dans la rue qui vont trouver quelque chose de bien dans ce qu'il a dit. Donc ça, il faut quand même en prendre conscience. Maintenant, il a fait effectivement du Macron. Et ce que je voudrais dire, c'est que si, c'est pas ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit, on pouvait y croire, je trouve ça pas mal du tout. Et que le problème, c'est qu'on croit pas. Il y a 6 ans, on aurait pu y croire. Mais attendez, il y a 6 ans. Je finis. C'était un discours de candidat à la présidence. Vous avez raison, allez-y. Je finis ma phrase. Je dis que ce constat, ou ce qu'il était en train d'expliquer, qu'on allait remettre l'hôpital, l'école, etc., c'était bien dans le fond. Simplement, il n'y a personne au monde qui croit qu'il va se passer quelque chose. C'est pas ce qu'il dit, c'est qui le dit. C'est même pas qui le dit, je ne vais même pas l'attaquer. Oui. Je pense, je vais beaucoup plus loin que ça, parce que je pense que personne ne serait capable d'exécuter et de faire ce qu'il a dit dans les délais voulus. Ah bah oui, ça c'est du baratin. La France est bloquée. Les 100 jours, c'est du baratin. La France est totalement bloquée. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi prend-il la parole pour ne rien dire? Je suis d'accord sur un point, c'est que la parole présidentielle est tellement décrédibilisée, et c'est très inquiétant pour le pays, j'aurais aimé dire autre chose. C'est qu'en effet, on n'en attendait pas grand-chose hier soir, et qu'il n'y a pas de déception majeure, puisque on n'a pas été déçus. Non, on n'a pas été déçus. Merci Manu. Non, mais on n'a pas été déçus. Alors, la réalité d'ailleurs, c'est qu'on n'en retient pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu quelques vagues chantiers qui auraient pu être prononcés il y a 6 ans dans le cadre d'une campagne présidentielle, en attente de précision de mesures concrètes. Parce que finalement, moi, ce qui m'a marqué, d'abord, c'est le sentiment de déconnexion, mais ça a été dit, mais complète. Alors, 2 minutes sur les retraites, ça a été beaucoup dit, mais c'est intéressant, c'est ce qu'il dit dans ces 2 minutes. Il dit, oui, en effet, ma réforme n'a pas été comprise. Alors, en réalité, on voit surtout qu'en effet, il est dans la retenue, qu'il a été certainement très briefé sur une arrogance très contenue. Mais au bout du compte, on se dit surtout, mais je comprends pas qu'on n'ait pas compris ma réforme, parce que c'était la seule possible. La réalité, c'est que c'était pas du tout la seule possible. Et il dit, les gens, ils sont allés manifester, certes, contre la réforme, mais ils sont allés manifester parce qu'ils sont en colère contre l'inflation, en colère contre la crise mondiale, contre la crise énergétique. Mais les gens, ils sont allés manifester parce qu'ils ne voulaient pas de cette réforme, de sa réforme. Et tout de suite, il y a eu un sentiment de dilution de sa propre responsabilité, ce qui montre bien d'ailleurs sa stratégie de retenue. Donc ce sentiment de déconnexion, pour moi, c'est une vraie inquiétude aussi pour l'avenir du pays. Alors, une lassitude aussi, parce que les discours incantatoires d'Emmanuel Macron, on les connaît. Trop verbeux. C'était verbeux, en effet, les grands chantiers, les contours extrêmement flous. Mais qu'est-ce qu'il dit au fond? Et alors, il nous parle de mesures, pas de mesures, mais d'ailleurs de perspectives, qui sont toutes démenties par les mesures qu'il prend depuis 6 ans. Mais toutes sans aucune exception. On pourrait citer quantité d'exemples. Il parle de bureaucratie. Jamais l'inflation normative n'a été aussi élevée dans le pays. Demain, pour être très concret, il va annoncer, par son ministre du Travail, une réforme de France Travail, qui va être une usine à gaz complète, là où il suffisait de mettre un pilote sur la politique de l'emploi. Il fallait quand même bien mettre en œuvre McKinsey, quand même. Ces gens ont tellement travaillé, si cher. Pour le coup, cette réforme de France Travail, c'est un très bon exemple, finalement, du discours présidentiel qui n'a pas de crédibilité, puisqu'il est infirmé par ses propres actes. Demain, on va avoir une réforme qui dilue totalement la compétence emploi auprès de dans de nombreux échelons. Ça n'aura jamais été aussi compliqué de se former dans le pays, d'avoir un interlocuteur unique. Ça, c'est la réalité. Il parle de bureaucratie, il parle de réindustrialisation du pays. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Il empêche les boîtes de s'installer. Il empêche les boîtes de s'installer avec une règle qui paraît très techno du zéro artificialisation nette, mais qui concrètement empêche dans le pays aujourd'hui une implantation industrielle ou de nouvelles implantations industrielles à l'horizon de 4 ou 5 ans. Et ça aussi, c'est une réalité. Avec un déficit commercial record. Pardon de le dire, mais on est à 150 milliards de déficit commercial. Il n'a pas prononcé le mot entreprise. Je tiens à le dire, c'est scandaleux. Il n'a pas prononcé le mot entreprise ni entrepreneur. Il a dit qu'il y avait moins de chômage quand même. Mais c'est vrai que ça, tout le monde s'en fout. Mais le chômage était lui, on avait l'impression que tout était dû à lui. Il y a moins de chômage, nous on n'est pour rien, les entrepreneurs. Et puis je termine juste parce que l'inquiétude, elle est quand même, parce que vraiment, je pense que tous autour de cette table, on aurait aimé, quelles que soient nos opinions, avoir un discours présidentiel qui apaise, qui fixe un cap et qui offre des perspectives politiques autres que la rue, même concrète, parce que honnêtement, on peut dire des choses concrètes. Mais ce qui est vraiment très inquiétant, c'est qu'il n'a pas les moyens de ses chantiers dans la situation financière dans laquelle nous sommes. 2, c'est qu'il parle d'élargissement de sa majorité sans cesse, mais tout le monde lui dit non. Personne ne veut rejoindre sa majorité aujourd'hui, à part quelques débauchages individuels. Mais il y en aura toujours un républicain ou deux. Quelle est votre obédience? Moi, on en trouve toujours un parti, vous l'avez compris. Et la réaction de Marlette, c'est très inquiétante. Et enfin, il parle de concertation. Il parle de concertation avec les syndicats.
syndicats, mais il n'y a aucun syndicat aujourd'hui, y compris les plus réformistes, qui ne veulent s'asseoir à la table des négociations pour parler de ces chantiers. Donc, en effet, on est dans une impasse politique complète, et en effet, c'est très inquiétant pour l'avenir du pays. Clément, toujours. Je rebondis sur ce que dit David, en effet, sur l'impasse politique. Je crois qu'il y a eu, par les manifestations, la naissance du fait de dire nous n'avons pas le même modèle, la même vision de ce que nous voulons pour l'après et pour les mois et les années à venir, notamment parce que la notion de travail n'est plus la même qu'il y a 5-10 ans. Il n'y a plus la même idée de ce que nous pourrons faire après justement le travail. Or, le président a parlé pendant une dizaine de minutes quasiment que de cela. Il faut remettre le travail au cœur. Il n'y a que le travail qui compte. Il a quand même parlé de ce chantier-là. Il faut un nouveau pacte de la vie au travail. Là où les gens justement lui disent de manière assez large, nous n'avons plus la même conception du travail, le travail n'est plus central dans nos vies. Et donc, il y a, je crois, une incompréhension dans le dialogue et qui s'était fixé sur la réforme des retraites parce que il a un enjeu notamment financier parce que c'était l'objet. Il a vraiment commencé par ça. Il a vraiment dit, nous sommes dans une obligation. On peut la contester, mais il dit on était obligé de la faire cette réforme pour des raisons financières. On la conteste, et donc, et les personnes disent oui, en fait, vous avez ces problèmes financiers. Nous avons une conception de ce que nous voulons faire de nos vies, etc. Et je crois que là, il y a vraiment eu dans ce discours justement une incompréhension des attentes majeures, des modèles de société qui se confrontent. Ce qui est intéressant, ce que disait Éric Revel hier, c'est qu'il va y avoir la notation de la France par les 3 agences dans les semaines qui viennent, et que la promulgation de la loi, elle a été faite rapidement aussi. Notamment pour ça, bien sûr. Dans cet esprit-là. Donc il y a aussi un calendrier du président qu'on n'a pas forcément en tête. Et juste un auditeur me dit, vous n'avez pas parlé du concert de casseroles et de la vitesse à laquelle les gens sont descendus dans la rue. C'est lamentable. En fait, on en a quand même un peu parlé, vous en avez parlé. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui ne sont pas passées. Il y a un discours un peu large et vaste. Et moi, je suis d'accord, si on prend les têtes de chapitre, qui peut ne pas être d'accord avec ça. Et il y a l'émetteur, on est en monarchie républicaine, l'émetteur est disqualifié. Par rapport à ce que vous disiez quand même, il ne faut pas laisser dire des choses qui... sur la question du travail, les organisations syndicales ont dit de longue date qu'on aurait pu parler de tous ces sujets de pénibillité au travail. On avait fait 2 ans au précédent. Je vais juste terminer mon propos, si vous en êtes d'accord. Or, qu'a fait ce gouvernement? Puisque finalement, il y avait 6 critères de pénibilité liés à la précédente réforme des retraites. Il en a supprimé, 10, il en a supprimé 4. Donc le signal envoyé, c'était pas je supprime, et je vois comment on peut contraindre cette pénibilité. On a appris par exemple que les éboueurs qui portaient des charges lourdes n'étaient pas concernés. On a appris toute une série de choses qui étaient tout à fait... Une aide-soignante n'est pas concernée par la pénibilité telle qu'elle est définie aujourd'hui. Il y aura toujours ceux qui ne sont pas concernés qui sont pas contents. Pardon, mais madame, un peu de respect pour les aides-soignantes quand même. Oh, je manque de respect pour personne. Moi j'avais un éboueur qui est très sympathique, qui passe toujours devant chez moi, c'est la société. Vous leur donniez un pain au chocolat, c'est ça? Oui, non mais c'est ça. Non mais traitez-moi de bourgeoise qui donne des pourboires aux éboueurs. Vous avez bien compris. Oui, j'ai bien compris. Alors, donc, les éboueurs, il se trouve que la société de Richebourg, qui est membre du syndicat professionnel que je préside, et qui n'était pas en grève, et que le type était adorable, avait à peu près une 60aine d'années, et disait, moi, j'aime mon métier. Alors, vous allez hurler en disant, mais les aides-soignantes, elles aiment leur métier. Il a dit, les éboueurs, que c'était plus pénible avec tout ce qu'on a fait pour aider. Je termine d'une phrase quand même, parce que c'est très sympathique votre relation avec les boueurs de votre quartier. Oui, et vous avec les pains au chocolat. On est heureux pour vous. Et nous, très heureux que vous ayez pensé. Alors, laissez terminer. Je vais être très concret. Il y a une question, puisqu'on était dans les grandes généralités avec M. Macron. Il y a une question. Avec vous aussi. Laissez terminer, Sophie, il nous reste... Vous sortirez du plateau et vous me direz mais pas du tout. J'ai dit au contraire, vous êtes une dame patronesse. C'est tout à fait qualifiant de ma part. Dans votre bouche, oui. Vous ne connaissez pas. Allez. Alors, le point, il est tout simple. J'essaie d'être sérieux, mais c'est très difficile. Le point, il est tout simple. C'est que les gens vont travailler 2 ans de plus, dès cet été. Et il y a une question qui surplombe toutes les autres, dans les médiocres micro-trottoirs, comme dans les conversations intéressantes et de fond, c'est la question de l'emploi des seniors. C'est-à-dire
que les gens vont travailler 2 ans de plus. Peut-être que ce chantier va être réouvert, ce qu'a annoncé plus ou moins le président de la République. Concrètement, ils vont être au chômage 2 ans de plus tant que le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire l'obligation faite aux entreprises de les embaucher, ne sera pas passé. Et ça, c'est pas du baratin, c'est quelque chose de sérieux qui impacte des tas de gens qui sont... On va y revenir. C'est la pub 9h46 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Le ministre de l'Emploi, les mecs qui sont désespérés. Allez, avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. On continue. Réaction d'un auditeur fidèle qui me dit non, monsieur Calfon, les gens ne vont pas travailler 2 ans de plus dès cet été, juste 3 mois de plus. 2 ans, c'est à partir de 2030. C'est vous, alors vous qui vous targuiez de lire la presse, effectivement, aujourd'hui, dans pratiquement tous les journaux, il y a des simulations. Ça rajoute quelques mois, c'est en proportion que ça va, va augmenter. Votre auditeur a absolument raison. Je reconnais mon erreur, c'est important. Mais non, la vérité que je trouve tout à fait angoissante pour tous les gens qui n'ont pas le choix de leur carrière, ça fait beaucoup de monde, et qui gagnent peu leur vie, c'est cette idée qu'on va galérer dans cette espèce de zone grise entre l'emploi, et ça c'est plus supporté pour le coup, et les retraites, sans trop savoir quoi faire de sa vie. Et ça, je pense que s'il y a eu un cri qui a été entendu pour la première fois, vous aviez raison sur la question du travail, c'est ce cri de l'emploi des seniors. Pour tous les gens, parce que dans les milieux favorisés, on choisit, moi j'ai 55 ans bientôt, donc je suis totalement un senior, mais j'ai créé ma boîte, tout va bien. Mais combien de gens ne choisissent pas leur fin assez dure de carrière, où ils sont victimes des plans sociaux et mis sur la touche? On ne peut pas non plus accepter complètement cette dramatisation. Il y a des Français, il y a une France silencieuse, il y a une France qui aime bosser, il y a une France qui aime ses entreprises. Il y a des... dehors, regardez chez je peux finir, vous parlez des heures en plus. Alors vraiment, c'est pénible. Il y a des gens, il y a une France silencieuse. Oui, absolument. Il y a toute une France silencieuse. Il y a une France. Les chefs d'entreprise sont en train de négocier avec leurs salariés et ça passe en dehors de ça. Et si on commence, et je voudrais le dire que je sais qu'il y a des professions, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, des professions pénibles. Ce que je veux dire, c'est que quand on met à mettre des catalogues de professions pénibles, toutes les autres se trouvent pénibles aussi. Je veux dire, ça va de la coiffeuse qui reste debout, ça va jusqu'à tout le monde a une pénibilité. Donc il faut arrêter aussi. Mais la réalité aussi, c'est que on a un taux d'emploi des seniors qui est extrêmement faible et que avant de réformer, on a tout fait pour. Oui, mais mais peut-être qu'avant de repousser l'âge de la retraite et d'offrir comme seule perspective de société de travailler 2 ans de plus, sans se poser la question d'une réforme à points plus systémique, une réforme avec peut-être une dose de capitalisation. Oui, tout à fait. Moi, c'est une réforme que j'aurais pu soutenir. J'ai pas soutenu celle-là, mais j'aurais pu soutenir une réforme plus systémique. Mais parce que c'est une réforme qui, au bout du compte, oublie complètement qu'après 60 ans, le taux d'emploi, il est dramatiquement faible dans notre pays. Et ça, c'est la réalité aussi. Alors, c'est le coût du travail, malheureusement. Mais il y avait des mesures à prendre pour baisser le coût de l'emploi des seniors. Sophie, je l'entends, mais à un moment, il faut peut-être être un peu honnête. Par exemple, moi, je suis consultant senior en communication. Je pense que je vais pas pleurer. Senior, ça m'inquiète. Je vais pas pleurer. Senior de plus en plus. On va pas vous licencier quand même, rassurez-moi. Écoutez, oui, senior à 25 ans, parce que ça fait depuis 7 ans que je travaille. Je vais pas dire que mon métier est pénible. Je suis honnête. Je vais pas vous dire que c'est compliqué de me lever le matin et que c'est compliqué d'enchaîner les réunions. Et en revanche, je vais pas dire ouin, je suis pas dans la liste. En revanche, quand vous parliez des coiffeurs, oui, je pense que c'est extrêmement pénible d'être debout de 9h à 22h. D'être cuisinier, d'être caissier, d'être éboueur. Mais c'est ce qui ne va pas dans cette réforme d'ailleurs, à différencier. C'est pas compliqué non plus de faire la liste à peu près globalement de tous les métiers et de dire à peu près que de travailler à l'usine, c'est un peu plus compliqué. Même le DRH, c'est pénible. Mais c'est pour ça que c'est pénible. Mais c'est pour ça qu'une réforme indifférenciée n'était pas la bonne. Intellectuelle, là où il y a une pénibilité physique et la pénibilité physique fait que vous ne la récupérerez jamais après. À 70 ans, si vous êtes cassé, vous êtes cassé. Alors que, ok, ça a peut-être été difficile intellectuellement quand vous êtes DRH, mais eh bien, vous vivez quand même mieux. 15 ans d'écart. Emmanuel Macron reçoit justement le patronat. Les syndicats, eux, ne veulent pas y aller. Il faut faire une parenthèse sur le patronat. Il n'y a pas un mouvement, il y a le patronat représentatif, les mêmes. C'est qui ? Les mêmes autour d'une table. Parce que Geoffroy Roux de Bézieux et le patron de la CPME, point final. Il n'y a pas été. Ah non, mais non, on n'existe pas. Le croissance plus, le patronat, on n'existe pas. Il y a 2 représentatifs. Il y a CPME et MEDEF.
Ouais, mais MEDEF représente. Oui, quand même. Mais il représente, ça fait 2 personnes. Est-ce qu'on écoute le terrain? Est-ce qu'on écoute le terrain? Mais alors justement, le terrain, on va parler de cette contestation. Est-ce qu'il y a une contestation qui peut reprendre sur un modèle gilet jaune ou autre? Hier, il y avait beaucoup de jeunes dans la rue. Moi, je regardais les images. Il y a une colère, oui, il y a une colère de la jeunesse. Beaucoup de. Elle ne voit pas là où elle va aller. Enfin, est-ce que vous n'allez pas vous dire à vous, puisque vous êtes jeune, mais David, qui est un peu plus âgé, est-ce que, on ne s'est jamais préoccupé de notre retraite, de savoir ce qu'on. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Mais attendez, on se pose la question tout simplement parce que il y a beaucoup de personnes. Moi, quand j'étais à l'école, à la fac, etc., les 3/4 des gens, quand vous leur parlez, ils vous disent mais de toute façon, moi, la retraite, je m'en fous, j'en aurai pas. Quand il y a une partie de la jeunesse qui se dit qu'elle n'aura pas de retraite, et de toute façon, sur l'ensemble des mesures sur la jeunesse, on entend des personnes de 50 ans dire ce qui est bon pour la jeunesse et dire ça sera comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. À un moment, oui, il y a une colère globalement, on le voit, vous le voyez bien sur les manifs, il y a beaucoup de jeunes qui sortent et il n'y a pas une assez grande écoute et on ne sait pas précisément. On a un catalogue général, alors et donc voilà. Voilà, pour le coup, je pense que les jeunes qui vont manifestent pas sur leur retraite. Je peux pas y croire. On voit quelques jeunes sur les chaînes info qui sont la caricature d'eux-mêmes, qui récitent des éléments de langage. C'est assez. Qui est en licence je pensais à lui. C'est édifiant, mais je peux pas imaginer une seconde que le projet, sinon c'est vraiment très grave, mais que le projet de la nouvelle génération, ce soit de penser à sa retraite. Moi, je pense qu'en réalité, ce qui se passe, c'est là vraiment très grave. C'est qu'il y a une colère assez générale. Macron avait pas tort, mais c'est que c'est une colère qui se traduit un peu par une forme de désespoir aussi. Mais ce désespoir-là, une colère civile. Oui, mais pourquoi je viens à votre secours. Parce que cette colère, elle est quand même singulière. Il y a une colère partout qui s'exprime, mais elle est singulière dans le pays quand même. Colère et désespoir et un peu de résignation. Parce qu'au fond, je suis de l'ancien monde, d'une certaine manière. Mais non, dites-lui qu'il est jeune. Mais j'en suis, et je le disais l'autre jour, mais je suis nostalgique quand même d'une période où les clivages politiques régulaient la contestation. Je l'espère que ça reviendra, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'a fait Emmanuel Macron hier avec sa grammaire macroniste qui enfile les généralités, qui essaye d'attraper tout. C'est que c'était très policé. Mais oui, mais en fait, il a tué le clivage, et en tuant le clivage, il a fait en sorte que la seule alternative républicaine soit l'extrémisme, soit la rue. Et ça, c'est pas possible pour une démocratie. Je pense qu'il faut revenir, et on y travaille quelques-uns, on y croit encore, à un clivage droite-gauche sain, parce que en effet, à l'époque, les débats, ils étaient vifs, mais ils se faisaient sur le fond, ils étaient dans le respect et plutôt de bonne tenue, finalement. On échangeait nos visions de la société. Aujourd'hui, on a Sandrine Rousseau, on a des tweets, on parle de l'instantanéité. Voilà, moi, je rêve d'un débat où, en effet, on peut se demander quel est le rôle de l'État. Vous en parliez tout à l'heure, Sophie. Quel est le rôle des collectivités territoriales? Quelle est la bonne réforme pour décentraliser et faire en sorte que l'État se concentre sur le régalien, sur ce pourquoi il est fait, et qu'on laisse, en effet, les initiatives, les collectivités territoriales gérer ce pourquoi elles sont faites et qu'elles font plutôt bien au quotidien. Deux témoignages. Véronique nous dit être petit patron, c'est pénible. 56 ans, je suis épuisée mentalement et mon mari physiquement. Petit patron dans le BTP. Et Karine nous dit, moi j'aime mon travail, j'estime avoir de la chance. Je suis en télétravail 3 jours par semaine. J'ai des problèmes de dos. Elle me dit, je sais que je n'envisage pas de pousser 2 ans de plus dans les conditions qui me sont données actuellement. Si un jour je dois retourner en présentiel tous les jours, je ne pourrai pas. Je travaille dans l'informatique, donc pas parmi les métiers jugés difficiles, mais les transports en commun sont très compliqués. Et quand on a des problèmes de santé, ils complexifient beaucoup le travail. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est que alors c'est vrai, c'est intéressant. Et les petits patrons aussi, Non, mais il y a eu le chamboule-tout de Macron et il y a le grand ras-le-bol de la société qui ne lui est pas dû qu'à lui. Et enfin, on enchaîne les crises. Absolument. On a eu une crise absolument majeure, celle du Covid, qui a quand même interrogé finalement de manière essentielle le rapport au travail. Et même le rapport au sens de l'existence. Je pense aux jeunes. Moi, j'ai 3 enfants qui ont vécu le Covid. Tous ne s'en sont pas toujours bien remis, parce que finalement, il y a une vraie question identitaire qui s'est posée à ce moment-là. Et on a sous-estimé, chez les plus jeunes, dont la personnalité est en cours de constitution, on a sous-estimé les dégâts psychologiques de cet enfermement. Ensuite, c'est vrai qu'il y a cette hyperinflation et finalement le sens, je le dis avec un mot simple, le sens des sociétés capitalistes basées sur la croissance, qui est interrogé à peu près par tout le monde en réalité.
Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média. On va parler, dites donc, des 110 ans de Science et Vie, le magazine Science et Vie. Ça, j'adore. Et on va en parler avec vous. Merci à vous. Merci.